Août 1943, Sicile. Le général George Patton vient de s'emparer de Messina, concluant ainsi l'une des campagnes les plus brillantes de la guerre. Le magazine Time lui consacre sa couverture. Les Allemands le craignent plus que tout autre commandant allié. Mais dans le bureau du commandant suprême Dwight Eisenhower, une pile de rapports médicaux décrivant un événement impensable est posée sur le bureau. Patton a frappé 2 soldats hospitalisés et en a menacé un avec son pistolet. Selon le droit militaire, il s'agit d'un délit passible d'une cour martiale. Eisenhower doit décider s'il doit relever de ses fonctions le général américain le plus titré. Pendant ce temps, à Washington, le chef d'état-major de l'armée de terre, George Marshall, prépare l'invasion de la France. Il a besoin de commandants offensifs capables de percer les défenses allemandes et d'exploiter la percée avant que l'ennemi ne se reprenne. Un seul général américain a prouvé posséder cette rare combinaison de génie tactique et d'audace implacable, George Patton. Mais ce même homme vient de faire preuve d'une erreur de jugement catastrophique. Pendant les 2 années suivantes, les commandants alliés seront confrontés à cette équation impossible. À maintes reprises, Patton remporte des batailles que personne d'autre ne peut gagner. Mais il crée des crises que personne d'autre ne provoquerait. Voici l'histoire de la raison pour laquelle les Alliés ne pouvaient ni le relever de ses fonctions, ni lui confier pleinement le commandement suprême. En février 1943, les forces américaines en Afrique du Nord ont subi leur premier test majeur contre le VEM allemand. À un col de montagne de l'ouest tunisien appelé Kazarin, des éléments de l'Africa Corps du maréchal Irvin Raemel ont percé les positions défensives américaines, semant la fuite paniquée des troupes inexpérimentées. Le major général Lloyd Fredendall, commandant 2 corps d'armée, avait installé son quartier général à 110 km du front, dans un bunker souterrain élaboré. Ces décisions pendant la bataille ont révélé un commandant dépassé par la réalité du combat contre le général allemand le plus expérimenté en matière de guerre du désert. La défaite de Kasserine fut humiliante, mais, plus important encore, elle souleva des questions fondamentales sur l'efficacité des forces américaines au combat. Eisenhower releva Fredendall de ses fonctions et prit une décision qui allait définir les opérations alliées pour le reste de la guerre. Il choisit George Patton pour prendre le commandement du corps des unités d'élite de l'Union SEU et rétablir sa capacité de combat. Le choix n'allait pas de soi. Patton avait commandé avec succès la force opérationnelle occidentale lors des débarquements de novembre 1942 au Maroc, mais il était surtout connu pour sa personnalité flamboyante et ses déclarations controversées plutôt que pour ses succès avérés sur le champ de bataille qu'Eisenhower s'est fait remarquer. Eisenhower pariait que l'agressivité de Patton et son exigence de discipline transformeraient des unités démoralisées en force de combat efficace. Patton arriva au quartier général du 2e corps le 6 mars 1943 et mit immédiatement en œuvre des changements qui choquèrent les soldats habitués à l'approche décontractée de Frédéric. Il institua des exigences strictes en matière d'uniforme, exigeant que chaque soldat porte en permanence les insignes, le casque et les guêtres réglementaires. Les officiers étaient tenus de porter une cravate, même en zone de combat. Patton tourna personnellement les unités, distribuant des amendes aux soldats qui enfreignaient le règlement. Pour des hommes qui venaient de survivre à une défaite catastrophique, ces exigences semblaient absurdes et mesquines. Nombreux furent ceux qui s'indignèrent de l'importance accordée par Patton à elles, apparence alors qu'ils avaient besoin d'entraînement et d'équipement. Mais Patton avait compris quelque chose que les critiques n'avaient pas saisi. L'échec de Kasserine fut autant psychologique que tactique. Les soldats américains avaient perdu confiance en eux et en leurs supérieurs. Il fallait leur rappeler qu'ils appartenaient à une organisation militaire professionnelle avec des normes et des attentes. La discipline imposée par Patton ne concernait pas le règlement des uniformes, mais la restauration du respect de soi et de la cohésion des unités. En quelques semaines, la transformation fut visible. Les unités qui avaient fait paniquer à Kasserine menaient désormais des opérations défensives réfléchies et des patrouilles offensives. Le 17 mars, Patton lança le noyau de sécurité dans une attaque contre les positions allemandes à El-Outar. L'opération visait à appuyer l'assaut de la 8e armée britannique sur la ligne Marat en attirant les réserves allemandes hors de ce secteur. Ce qui suivit démontra que les forces américaines,
bien commandés et préparés, pouvaient rivaliser avec l'efficacité tactique allemande. La bataille dura 10 jours et fut marquée par des contre-attaques allemandes déterminées, dont une importante offensive blindée de la 10e division Panzer, qui s'approcha à quelques mètres de percée des lignes américaines. Mais les soldats américains tinrent bon, détruisant des dizaines de chars allemands et forçant l'ennemi à se retirer. Les Allemands le remarquèrent immédiatement. Des rapports de renseignement de cette période, interceptés par les déchiffreurs de codes alliés, montrèrent que les commandants allemands réévaluèrent les capacités de combat américaines après. Et plus tard, les Américains n'étaient plus considérés comme militairement incompétents. Ils étaient désormais reconnus comme des adversaires dangereux, lorsqu'ils étaient bien commandés. Ce changement psychologique fut aussi important que la victoire tactique. Les unités allemandes qui avaient auparavant sous-estimé les forces américaines les traitèrent désormais avec respect et prudence. Eisenhower et Marshall observèrent ces évolutions avec satisfaction. Patton avait accompli exactement ce dont il avait besoin. Il avait restauré la crédibilité militaire américaine et prouvé qu'un commandement offensif pouvait produire des résultats. Le 12 mars, quelques jours seulement après sa prise de commandement, Patton fut promu lieutenant général avec 3 étoiles. La promotion reflétait son importance pour les opérations alliées, mais elle créait aussi des attentes. Patton se verrait confier des commandements de plus en plus importants et, avec ces commandements, son jugement et son comportement seraient soumis à un examen de plus en plus minutieux. Le 15 avril, Patton céda le commandement du Couport à son adjoint, Omar Bradley, et prit le commandement du premier corps blindé en préparation du débarquement de la Sicile. Bradley allait par la suite faire preuve d'une compétence méthodique en tant que commandant principal, gagnant la confiance d'Eisenhower par l'exécution rigoureuse des missions qui lui étaient confiées. Mais c'est Patton qui avait prouvé que les forces américaines pouvaient mener des opérations offensives audacieuses contre des unités allemandes de premier ordre. Cette preuve serait essentielle à la planification stratégique des Alliés et rendait Patton indispensable pour les défis à venir. La question était de savoir si ses faiblesses personnelles finiraient par l'emporter sur son brillant sur le champ de bataille. La campagne de Sicile, en juillet et août 1943, illustra le génie de Patton à la fois et à l'autodestruction. Sa 7e armée mena une campagne éclair à travers l'ouest de la Sicile, s'emparant de Palmo, puis fonçant vers l'est jusqu'à Messina, devançant les forces du maréchal britannique Bernard Montgomery. L'opération démontra la maîtrise de Patton en matière de guerre de mouvement et sa capacité à inspirer ses soldats à accomplir ce que la planification conventionnelle jugeait impossible. Ces divisions se déployèrent avec une rapidité et une coordination qui impressionnèrent même les commandants allemands qui étudièrent la campagne. Par la suite, mais durant ces mêmes semaines, Patton commit 2 actes qui faillirent détruire sa carrière et servir de modèle à la manière dont les dirigeants alliés le géraient. Pour le reste de la guerre, le 3 août, à l'hôpital d'évacuation numéro 15 près de Nicosia, Patton rencontra le soldat Charles Cool, un homme qui semblait physiquement indemne, mais qui était hospitalisé pour ce que le personnel médical qualifiait d'épuisement de combat. Patton entra dans une rage folle, gifla Cool avec ses gants et lui ordonna de retourner au front. 7 jours plus tard, à l'hôpital d'évacuation numéro 93, Patton réitéra la même scène avec le soldat Paul Bennett. Cette fois, il sortit son pistolet et menaça de tirer sur le soldat pour l'acheter devant un personnel médical choqué. Les médecins rédigèrent des rapports officiels par la voie hiérarchique et les incidents parvinrent aux oreilles d'Eisenhower le 16 août. Le commandant suprême était confronté à une crise de commandement aux conséquences profondes. Selon le droit militaire, frapper un subordonné était un délit passible de cour martiale. De nombreux témoins, dont du personnel médical et d'autres patients, avaient observé les 2 incidents. Si Eisenhower avait respecté la procédure, il aurait été contraint de convoquer une enquête formelle qui n'aurait pu aboutir qu'à la destitution de Patton et à d'éventuelles poursuites judiciaires. Cependant, Eisenhower comprenait également la situation stratégique. L'invasion de l'Italie était prévue pour septembre. La planification de l'opération Overlord, le débarquement en France à travers la Manche, était en cours. Ces 2 opérations exigeaient des commandants capables de mener des assauts amphibies complexes, suivis d'une exploitation rapide.
Patton venait de démontrer précisément ses capacités en Sicile. Eisenhower adressa à Patton une lettre cinglante datée du 17 août. Cette lettre mettait en doute le jugement et l'autodiscipline de Patton, indispensables à un haut commandement. Mais, point crucial, Eisenhower conserva les rapports dans ses dossiers secrets personnels plutôt que de les transmettre aux instances officielles. Cette décision lui permettait de protéger Patton tout en conservant des preuves pour le destituer si les circonstances l'exigeaient. Eisenhower ordonna également à Patton de présenter ses excuses personnellement aux 2 soldats, au personnel médical témoin des incidents et à chaque division sous son commandement. Ces excuses démontreraient que des mesures correctives avaient été prises et offriraient une couverture politique lorsque l'information filtrait inévitablement. La presse couvrant la campagne de Sicile apprit les incidents par des sources militaires. Les correspondants de guerre, dont Ernie Peel et Diribes, connaissaient tous les détails. Eisenhower les rencontra et leur fit une demande inhabituelle: étouffer l'affaire pour le bien des opérations alliées. Les correspondants acceptèrent, comprenant que la publication exercerait une pression politique et forcerait la destitution de Patton, indépendamment de toute nécessité militaire. Pendant 3 mois, des dizaines de journalistes informés des gifles gardèrent le silence. Ce fut un acte extraordinaire de solidarité en temps de guerre qui ne pouvait durer indéfiniment. Le 21 novembre, le commentateur radio Drew Pearson révéla l'affaire. Lors de son émission du dimanche soir, la réaction du public fut intense et partagée. Les représentants du Congrès exigèrent des explications sur les raisons pour lesquelles Patton n'avait pas été traduit en cour martiale. Les éditoriaux à travers l'Amérique condamnèrent les incidents. Mais de nombreux soldats et vétérans défendirent Patton, arguant que le combat exigeait une discipline rigoureuse et que les critiques qui n'avaient jamais combattu ne pouvaient pas comprendre les pressions du commandement. Certaines familles de soldats de première ligne soutenirent Patton, notamment le père du soldat Cool, qui déclara que son fils ne nourrissait aucune rancune et que Patton devait être autorisé à continuer le combat. Le secrétaire à la guerre, Henry Stimson, se retrouva à défendre la décision du département de la guerre de maintenir Patton en poste. Dans sa correspondance avec le Congrès, Stimson déclara que Patton devait être maintenu en poste, en raison du besoin de son leadership énergique et victorieux dans les batailles acharnées à venir. Le chef d'état-major de l'armée de terre, Marshall, a fait écho à cette évaluation dans des messages adressés à Eisenhower, précisant qu'il avait examiné la question d'un point de vue purement professionnel et conclu que Patton était le seul commandant disponible possédant une expérience concrète du combat contre la RML et de la conduite d'opérations amphibies de grande envergure, suivie d'une exploitation rapide. Le message était clair. La valeur de Patton sur le champ de bataille l'emportait sur ses défauts de caractère, mais ce calcul avait ses limites. Un incident de plus était intolérable. Après la campagne de Sicile et les incidents de gifles, Patton se retrouva dans une situation inhabituelle pour un général de combat aussi performant, mis à l'écart, tandis que d'autres planifiaient l'opération la plus importante de la guerre. En septembre 1943, Omar Bradley, ancien subordonné de Patton et moins gradé et moins expérimenté, fut choisi pour commander la première armée lors de l'opération Overlord, le débarquement en France. Selon Eisenhower, cette décision avait été prise avant que les incidents de gifles ne soient rendus publics. Mais Patton pensait que cela lui avait coûté le commandement, et il avait probablement raison. Cette décision reflétait un calcul fondamental concernant le risque et l'autorité du commandement. Overlord fut l'opération décisive de la guerre en Europe. Si elle, invasion échouait, les alliés occidentaux n'auraient ni les ressources ni le soutien politique nécessaires pour tenter un autre assaut transmanche. Eisenhower avait besoin de commandants qui ne soient pas seulement des tacticiens compétents.